Ce live spécial roman qui fait peur. Je suis très heureuse d'être avec vous et puis j'ai un invité spécial que je vais vous présenter dans quelques secondes. Avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Magali Laurent, je suis auteure. J'écris principalement pour les adolescents et les jeunes adultes et j'ai également écrit un petit roman frisson, d'ailleurs que j'ai laissé là-bas derrière, avec mes autres romans, qui s'appelle Brume macabre, et donc publié chez Héritage Jeunesse, c'est sorti en novembre. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir mon invité très spécial, Pierre-Alexandre Bonin, qui devrait apparaître comme par magie, attention, et voilà. Hey, magie! Bonjour Magali! Bonjour Pierre-Alexandre, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci, et toi? Oui, ça se passe bien chez toi? Oui, quand même, oui. On survit. Oui, bah c'est ça. Je pense comme beaucoup de gens, en fait. Le salon du livre virtuel, ça va faire du bien à tout le monde. Hein, c'est une bouffée d'oxygène. Voilà. Puis c'est l'occasion de se voir aussi, parce qu'il n'y a pas de salon du livre cette année. Enfin, en tout cas, il y en a pas eu pour l'instant au printemps, en tout cas. Donc, c'est toujours plaisant de se retrouver, n'est-ce pas? Absolument. Au lieu de se dire des niaiseries en vrai, on va se dire des niaiseries par caméra interposée. Ah, oui, ça c'est génial. Vraiment, là, c'est... On va pas trop se raconter de niaiseries aujourd'hui. Hein? Ah, bon. Pas trop. On va essayer d'être un peu sérieux. Donc, Pierre-Alexandre, écoute, je vais te laisser la parole pour te présenter, puis peut-être présenter aussi ce que tu as écrit. Oui, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Pierre-Alexandre Bonin, je suis auteur, moi aussi. J'ai un public un petit peu plus jeune que toi, Magali. Je dirais que moi, j'écris un peu plus pour les 9-12 ans. J'ai fait un petit peu pour ados, mais ironiquement, c'était les 9-12 et les adultes qui me lisaient, donc j'ai cessé de dire que j'étais auteur pour ados. Je me suis assumé. Moi aussi, j'écris principalement dans les littératures de l'imaginaire aussi, donc le fantastique, l'horreur aussi, et avec mon premier frisson, moi aussi, je suis allé du côté de la SF. Donc, Cauchemar en apesanteur, justement, qui est sorti une semaine avant le début du confinement généralisé. Tout le monde en déjà ça. Et avant ça, cet automne, j'avais fait paraître mon tout premier roman d'horreur, donc L'Abomination du lac Cristal chez ADA, qui est vraiment un hommage un peu au classique du cinéma d'horreur des années 80. Là. Voilà, donc c'est pas mal ça pour l'instant. Puis sinon, il y a ma page Facebook que les gens pourront aller voir après. Mais pas tout de suite, après. Après ça, c'est ça, effectivement. Dis-moi, Pierre-Alexandre, d'où ça te vient, ça? Je dirais peut-être pas cette passion, mais en tout cas cet intérêt. Enfin, tu vas me dire, toi, si c'est une passion, mais cette passion ou cet intérêt pour les romans qui font peur, les romans d'horreur? Ben, écoute, le plus drôle, c'est que, puis pour moi, c'est vraiment une passion, mais le plus drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment peureux. J'avais beaucoup d'imagination et, écoute, j'avais peur d'ouvrir l'interrupteur dans ma chambre quand il faisait noir en sortant de la douche et tout. J'avais peur qu'il y ait une main qui vienne m'accrocher. J'avais ma fenêtre qui donnait sur le balcon arrière. J'avais peur qu'il y ait un vampire qui rentre par ma fenêtre. C'est vraiment la totale. Donc, les films d'horreur, ça a été vraiment tard. C'est presque, genre, quand j'ai eu autour de 16 ans à peu près, donc vraiment loin dans mon adolescence que j'ai commencé. Mais pourtant, les romans d'horreur, au contraire, on dirait que ça me permettait d'avoir cette soupape-là que je connaissais mon imagination et tout, donc on dirait que c'était plus facile pour moi à gérer. J'ai commencé avec Les Frissons, la collection originale, justement, donc qui étaient des traductions américaines traduites par les éditions Héritage aussi. Mais écoute, à partir de 12 ans, je suis tombé déjà dans Stephen King, donc disons que je suis tombé rapidement dans le dur, par l'équivalent avec les drogues, en fait. Je pensais les drogues donc, je pensais des frissons. Entre en lire et en écrire, tu sais, il y a un pas aussi, là. Oh oui, vraiment, là, je sais pas pour toi, mais moi, de mon côté, mon premier, justement, L'Abomination du lac Cristal a été très difficile à écrire parce que je me suis mis beaucoup de pression, je pense, parce que j'ai beaucoup travaillé comme chercheur et comme intellectuel sur le roman d'horreur, que ce soit jeunesse ou adulte. Donc, j'avais peur un peu, j'avais le syndrome de l'imposteur doublement, de un comme auteur jeunesse et de deux comme auteur d'horreur, parce que des gens comme toi, comme Patrick Isabelle aussi, comme Véronique Drouin aussi, qui ont vraiment fait des trucs que j'avais beaucoup aimés et je me suis dit,
mais comment je peux être à la hauteur de ce qu'ils ont déjà écrit? Pourquoi, moi, ça serait justifié que j'embarque dans ce train-là? Donc, mais c'est ça. Mais t'as ta place. Écoute, vraiment. Puis là, t'en es à plus d'un essai. Donc, est-ce que ça te donne le goût de continuer, j'imagine aussi? Oui, mais en même temps, c'est drôle parce que plus ma carrière d'auteur prend son envol, plus j'expérimente et je me rends compte que oui, j'aime l'horreur, mais en même temps, le fantastique, c'est quelque chose qui me vient peut-être plus naturellement et j'ai découvert récemment, avec 2 titres chez le même éditeur, que l'humour me vient très naturellement aussi. Donc, je me demande si je ne vais pas creuser plus cette veine-là, quoiqu'en même temps, j'ai un nouveau projet encore en horreur, justement. Je ne vais pas en dire trop tout de suite, mais l'éditeur concerné saura se reconnaître. Donc, disons que j'alterne un peu, mais oui, c'est clair que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, là. Mais j'imagine que toi aussi, là, écoute, une fois qu'on y a goûté, c'est Moi, bien de la c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Enfin, l'inverse. Tu as quand même publié Chasseur de légendes, qui était fantastique. Donc, avant tes romans qui font plus peur, même si Chasseur de légendes, il y a le diable et tout ça. Donc, il y a un petit côté aussi qui fait peur. Mais moi, là, j'étais un peu comme toi. En fait, moi, quand j'étais petite, j'ai lu, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai l'impression que j'ai toujours aimé l'horreur, en fait. Et je me souviens qu'à 11-12 ans, moi, je dévorais Stephen King comme toi. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on a les mêmes références. Et ça me faisait pas plus peur que ça, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, on dit il faut faire attention à nos jeunes et tout ça. Puis moi, je me souviens qu'à 11 ans, je lisais Brume, je lisais Carrie, Cujo, enfin, des univers qui font vraiment peur, des univers pour adultes, parce qu'il y avait pas on n'avait pas la chance d'avoir tous ces romans aussi d'horreur pour jeunesse. Et puis, j'ai laissé ça un peu de côté avec le temps. Je suis tombée dans le fantastique après ça, je suis tombée dans la fantasy, un peu dans la science-fiction. Et quand j'ai commencé à écrire du fantastique. Et puis, c'est tout récemment, moi, vraiment, ça a été c'est des rencontres en fait. J'avais la chance de connaître la personne qui est en charge de la collection Frisson chez Héritage Jeunesse. Et puis en discutant, je fais comme, hey, tiens, si je retournais à mes premiers amours, puis si je tentais l'aventure, parce que tout à l'heure, tu parlais de mes romans. Je pense que tu parlais peut-être de BOA, là, qui serait un peu peur, mais BOA, c'est encore différent, c'est de la science-fiction. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est un virus. Donc, il y a un côté réaliste là-dedans, puis on voudrait pas que ça nous arrive. Mais j'avais le goût d'aller vraiment dans l'horreur un peu plus épouvante, puis tout ce que j'avais connu avec Stephen King quand j'étais plus jeune. Et donc, d'où l'écriture de Brume Macam, pour les 8 ans et plus, j'ai commencé tout doux. Et là, je suis en train d'en écrire un autre pour les adolescents qui va être vraiment plus épouvante. Et je tripe à fond. J'adore ça. Moi, c'est vraiment... je me rends compte que j'adore ça. J'ai écrit un paranormal aussi pour les jeunes adultes qui devrait être publié l'année prochaine. Et j'aime aussi les autres choses que j'ai écrites, mais là, je suis comme transportée, puis ça coule bien. Puis moi, j'ai peut-être envie d'explorer un petit peu plus ce côté-là. Les romans qui font peur, puis qui nous procurent plein de choses. Puis c'est drôle ce que tu as dit sur quand tu étais petit, puis tu avais peur finalement de certaines choses. Eh bien, tu sais que j'avais lu un article où Stephen King expliquait que c'était un grand peureux. Et il avait peur, lui, sa plus grande phobie, c'est quand il se levait la nuit pour aller faire pipi, c'était qu'une main passe sous le lit et lui attrape les chevilles. Et donc, il disait qu'il avait peur le soir d'aller sortir ses poubelles et tout ça. Donc, peut-être aussi que le fait d'écrire de l'horreur, ça aide pas, là. Mais il disait qu'à la base, c'était un grand peureux. Et il me semble avoir entendu que Patrick Sénécal, c'était pareil. Mais Patrick Sénécal, c'était plus sur le monde qui l'entoure. Tu sais, je l'avais entendu une fois discuter, il disait que le monde qui l'entoure lui fait très peur. Puis c'est une manière d'exorciser ses peurs. Est-ce que toi, ça te fait ça aussi? Ça te permet d'exorciser, puis dire, allez, je le mets sur le papier, puis ça va mieux. Oui, mais je me rends compte qu'il y a certaines choses qui sont... Avant, ça ne m'aurait pas dérangé d'écrire là-dessus ou quoi, ou de même d'en lire aussi. On en jasait hier tous les deux. Entre autres, juste, je pense à Cynthia, justement, de Stephen King, qui est un de mes romans préférés de King, de toute sa production, que j'ai lu. Ah, cette édition-là, en plus, écoute, là, j'ai lu, ben oui, la couverture. Moi, j'ai la grand format chez Albin Michel, mais c'est la même couverture qui est tout à fait magnifique. Mais avant, je lisais, j'aimais beaucoup. Et depuis que j'ai des enfants, je suis pas capable.
ça vient me chercher de trop près. Donc, pour l'écriture, c'est un peu la même chose. C'est ça, l'écriture, j'ai toujours un peu la même façon d'écrire, peu importe le genre, mais en horreur, c'est particulièrement intéressant aussi. J'essaie toujours d'avoir une base réaliste. Et après ça, c'est ce que j'ai fait avec les chasseurs, justement. Je vais dans l'ultra-réaliste, donc des lieux qui existent déjà. Et après ça, j'introduis la dimension soit horrifique, fantastique et tout. Et je me rends compte qu'il y a certaines choses où c'est ça. Est-ce que je suis pas tout à fait prêt encore à mettre des enfants? Oui, mais dans mes romans pour ados, j'ai des enfants, des ados qui sont en danger et tout. Mais de là à ce que ce soit des enfants qui meurent, c'est comme non, c'est les adultes autour qui vont souffrir et tout. Les jeunes, je vais les épargner encore un peu, mais il y a d'autres fois où c'est ça. Puis je m'inspire beaucoup de l'actualité aussi. C'est la culture pop aussi. Donc, je sais pas, en tant que tel, tu me demandais justement si c'était de l'exorcisme ou de la catharsis. Moi, j'ai plus l'impression que je me nourris de ces choses-là et que ça alimente mon œuvre. En fait, je pense que c'est plus ça. C'est vraiment que je vais transformer ce que je vais vivre, ce que je vais lire, ce que je vais écouter. Je vais transformer tout ça et remettre ça dans mes romans comme une espèce de référents communs, comme tu disais tantôt qu'on avait les mêmes références avec King, justement. Ben, c'est ce que j'essaie de faire avec mes lecteurs aussi, c'est qu'on ait les référents communs avec des trucs de la culture pop beaucoup aussi. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, écrire de l'horreur pour les adolescents et écrire de l'horreur pour les adultes, c'est pas du tout la même chose. Et moi, pour l'instant, j'ai écrit pour les enfants, puis là, j'écris pour les ados, et on se doute que notre héros là, on va pas tuer notre héros en littérature jeunesse. Là, c'est ça. Ça crée comme une petite tension en moins. Vraiment, quand je lis de l'horreur pour adultes. J'ai peur pour les héros, vraiment. Et je me dis, les auteurs sont capables de faire n'importe quoi. Et je crois que ça crée une tension supplémentaire de dire, l'auteur, il est libre là. Parce qu'en littérature jeunesse, on se cachera pas, on les protège quand même un peu nos lecteurs. Et puis, on veut pas tuer leur héros. En tout cas, ça arrive très rarement. Je sais pas d'ailleurs si j'ai déjà lu un livre jeunesse où le héros meurt. Il y en a sans doute, là, mais j'en ai pas en tête. Mais en littérature pour l'adulte, il y en a. Puis ça, c'est une de mes frayeurs. Et écoute, je voulais te parler justement d'un roman qui s'appelle Les yeux jaunes d'Yvan Godbout. Et c'est un des romans parmi tant d'autres où j'ai eu la chienne justement pour les héros. Je parle de lui parce que c'est un roman québécois, puis en ce moment on est dans le joli bleu. Alors j'essaye aussi de prendre pour exemple des romans que j'ai aimés et qui sont des romans québécois. Mais là-dedans, c'était le premier roman d'Yvan Godbout que je lisais. Je le connaissais pas avant. Et son univers est tellement fou, c'est tellement presque parfois même absurde dans l'horreur que je me suis dit jusqu'où il va aller. Et je m'étais vraiment attachée au personnage. Il y a 3 tomes et j'avais la chienne tout au long de ma lecture qui tue les personnages que j'aime. Donc, j'en dirai pas plus parce que je veux pas dévoiler de punch, mais ça, c'est vraiment un élément en littérature pour adultes, là, d'horreur qui est très fort et qui vient rajouter un suspense supplémentaire. Oui. Ben, écoute, j'ai un contre-exemple pour toi en jeunesse. Je n'ai pas le livre physiquement avec moi, mais Infecté, le tome 1 de Marc-André Pilon chez Urtubise. Je ne veux pas vendre de punch, mais honnêtement, là, la fin, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai été surpris qu'on aille là en littérature jeunesse, agréablement surpris parce que, comme tu le dis, on essaie beaucoup de protéger les jeunes. Mais lui a vraiment... Et quand je l'ai lu, lui, j'ai fait « OK, mes romans sont vraiment plus tranquilles, sont vraiment plus pour les plus jeunes un peu, parce que je pensais que j'allais faire de l'ado. Je suis non, OK. Lui a réussi à aller vraiment plus loin que ce que moi. Écoute, je me suis auto-censuré. J'aurais jamais osé aller jusqu'où lui. Il y a des jeunes qui meurent et tout, les profs cannibales avec des zombies. Puis vraiment, là, ça, c'est une des belles découvertes que j'avais fait. Et donc, je pense que c'est possible quand même, mais c'est intéressant ce que tu disais justement qu'on essaie de les protéger parce que dans le cadre d'un congrès boréal, qui est un congrès qui se passe habituellement au mois de mai, malheureusement cette année, pour des raisons évidentes, il a été annulé dans sa forme physique, mais j'avais déjà animé une table ronde justement sur la littérature d'horreur pour la jeunesse. Je pense que c'est l'année dernière à Sherbrooke, et j'avais demandé aux auteurs justement, est-ce qu'il y a des tabous en littérature d'horreur pour la jeunesse? Et on m'avait dit que oui. Il y a des choses, bon, déjà le sexe, on va éviter un peu selon le groupe d'âge aussi, mais justement, surtout pour, je te dirais, jusqu'à, mettons, 11 ans. Tu sais, les 8-11 ans ou 7-11 ans, là,
on va éviter que la fin soit ouverte ou soit négative. Un peu comme King a fait, entre autres, avec Cujo, avec Cimetière aussi, où c'est des fins complètement déprimantes. Donc, ça, on m'a dit, en jeunesse, on essaie d'avoir une fin positive. J'essaie, attends, mes guillemets. Positive. Pour que le lecteur puisse sortir de sa lecture et ne pas être traumatisé non plus. Et là aussi, un des corollaires, c'est qu'on essaie de ne pas tuer le héros. J'ai été tenté, pour les chasseurs de légendes, j'ai été tenté. Je me suis vraiment posé la question à la fin, est-ce que j'allais tuer mon héroïne ou pas? Je vais vendre un semi-punch. Mon héroïne ne meurt pas, mais quand même, je me suis, après ça, en disant non, je ne veux pas la faire mourir, mais j'ai essayé de trouver comment la faire souffrir davantage aussi. Donc, je pense que comme auteur, le fait d'avoir certaines contraintes, je pense que ça nous force à être plus créatifs un peu. Parce qu'en adulte, des fois, on va juste aller dans le très, surtout en horreur, on va dans le gros gore, on met des viscères partout, ça gicle, puis on se dit, voilà, le travail est fait. Alors qu'en jeunesse, des fois, un des meilleurs exemples, c'est Lac Frisson, L'Arbre maléfique de Frédéric Raymond, qui, honnêtement, il n'y a personne qui meurt. Il n'y a vraiment personne qui meurt dans ce roman-là parce que c'est pour les 9-11 ans et c'est une des finales qui m'a tenu le plus en haleine, même en adulte et tout, là. C'est à découvrir absolument. Donc, je pense que les contraintes peuvent aider les auteurs à se dépasser, surtout en jeunesse. Il serait intéressant en commentaire, si tu peux après mettre tes références, tu sais, sur ma page Facebook, à la suite du live, là, on mettra nos romans en référence là, pour ceux qui souhaitent aller jeter un petit coup d'œil. Mais oui, c'est très intéressant. Et tu vois, moi, je suis dans cette réflexion-là en ce moment, parce que bon, j'ai écrit Un frisson pour les 8 ans et plus. Là, j'écris un roman d'épouvante pour les 11 ans et plus. Donc bon, je suis toujours un petit peu sur la balance, en train de me demander, bon, je vais en mettre, mais je ne veux pas en mettre trop non plus. Faut pas que je me prenne comme référence, parce que moi, quand j'avais 11 ans, j'aurais pu, ça m'aurait pas dérangé que le héros, il meure, tu vois, par exemple. Bon, je peux pas me prendre comme référence. Puis là, je suis en train de me dire, ok, j'ai envie d'aller plus loin, mais du coup, ça va peut-être devenir du jeune adulte, tu sais, 15, 16 ans et plus, parce que j'ai l'impression que plus j'avance, plus j'ai envie d'explorer et d'aller plus loin. Mais pas plus loin dans le gore, attention. C'est-à-dire que tu as dit un point très, très intéressant. Je crois que il y a vraiment une distinction à faire entre le roman d'épouvante, le roman de terreur qui va venir déclencher des choses en nous, et le roman gore, d'horreur, où il y a du sang, etc. Moi, c'est pas ces romans-là qui me font le plus peur. C'est pas parce qu'il y a plein de sang qui gicle, des viscères à l'air, que je vais avoir peur. C'est vraiment la tension que l'auteur va mettre dans son roman qui l'intrigue, la façon dont il fait monter l'intrigue. Et justement, je te disais, toujours être un peu sur la corde raide où tu te demandes qu'est-ce qu'il va faire, puis d'avoir des surprises qui font que tu te dis il est capable de n'importe quoi. J'ai plusieurs exemples. Stephen King est un excellent auteur pour ça, parce que lui, ça monte vraiment graduellement, puis je retrouve beaucoup de sa montée dramatique, donc de cette courbe-là qu'il utilise dans mes romans. Je pense que j'ai été inconsciemment inspirée par ce qu'il a fait. Mais lui, il a vraiment... Les gens aiment ou n'aiment pas, et parfois ils n'aiment pas parce que c'est long, parfois, à démarrer. Hein. Il instaure vraiment, il campe son décor, il campe ses personnages, il les décrit. En fait, c'est comme si on vivait avec eux, qu'on apprenait à les connaître. Et puis, graduellement, il commence à saupoudrer des petites choses, puis ça monte d'un cran, et puis d'un cran, jusqu'au moment où on arrive, on ne peut plus lâcher le livre, là, parce que c'est le chaos total, et on se demande comment ça a fait pour basculer, d'ailleurs. Et moi, c'est ces romans-là que j'aime le plus. Je sais pas pour toi. Écoute, moi, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que je vais finir le live avec un torticolis à force de hocher la tête tellement je suis d'accord avec toi. Mais oui, absolument. Puis moi aussi, ça m'a influencé beaucoup. Et d'ailleurs, King avait fait sa gradation de l'horreur justement en 3 niveaux. Que le premier, ce qu'il appelle le dégueu, dans le fond, c'est que la réaction de dégoût qui est le niveau le plus facile à atteindre. Parce que je veux dire, tu as juste à faire une description un peu juteuse d'un truc et les gens vont avoir le réflexe de faire Urk. C'est donc cette réaction-là. Ensuite, il y a la peur, donc on va craindre ce qui va se passer tout de suite après. L'équivalent un peu du jump scare, du sursaut en cinéma. Et après ça, le 3e niveau est le plus difficile à atteindre selon lui et selon moi, pour en avoir écrit aussi, c'est la terreur. Donc vraiment, de craindre non seulement pour le personnage, mais de s'investir tellement dans le personnage qu'on en vient à avoir peur pour soi-même. Puis c'est clair que pour moi, la montée dramatique,
j'ai des éditeurs qui me chicanent parce que oui, mais il faut que ça déboule plus vite. Je dis non, je veux placer mes choses, laissez-moi le temps de placer mes trucs. Mais je peux comprendre l'éditeur qui dit qu'il faut que ça soit plus punché, mais je suis d'accord avec toi que moi aussi, la fameuse montée dramatique, on dirait que je l'ai très bien intégrée et que ça fait partie de mes habitudes d'écrivain aussi. Ah ouais. Et ouais, c'est tellement important pour moi de bien camper mes personnages. Puis on va dans un monde où ça va vite. Et puis parfois en littérature, on veut que ça aille vite aussi. Mais je suis encore un petit peu de cette école-là, moi aussi, d'avoir cette nécessité. Puis même dans un petit roman comme Mon petit frisson qui est tout court, que Brume macabre, et bien quand même, mon personnage évolue quand même. Puis il y a quand même une montée dramatique qui tu sais, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas faire en sorte que ça commence tout de suite dès le premier chapitre. C'est-à-dire que je vais quand même avoir 1 ou 2 chapitres sur 10 chapitres d'installation, mais j'ai l'impression qu'après ça, c'est plus fort. Tu sais, à partir du moment où ça part, bah, on a créé quelque chose, un lien entre le lecteur et le héros, effectivement, comme tu as dit, et on l'a comme happé à ce moment-là. Puis une fois qu'on a réussi à le happer grâce à notre personnage principal, il est comme foutu, le lecteur, finalement. Il peut que ressentir tout ce que le héros ressent. Et ce que tu disais qu'à un moment donné, on pouvait craindre pour notre propre vie. Écoute, j'ai eu une expérience récemment. Une de mes dernières lectures, c'est Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin, qui est un énorme coup de cœur pour moi, chez Québec Amérique. Et il commençait à faire beau, ouais, il commençait à faire chaud là, dernièrement. Puis bon, ça a redescendu beaucoup les températures. À un moment donné, je me suis mise au soleil à l'extérieur et puis j'étais aux 3/4 du roman à peu près. Et écoute, il y a un bloc de neige qui est tombé. Pas loin de moi. Je n'ai jamais fait un saut pareil de toute ma vie. J'ai cru, j'étais tellement dans l'histoire. J'ai vraiment sursauté et limite, après j'étais morte de rire parce que je me suis dit, voyons donc, c'est bien cave, mais c'est ça. Elle a réussi son coup, je pense, parce que on a peur pour l'héroïne. C'est un peu sanglant. Il y a quand même des scènes macabres, très macabres, mais c'est le suspense, c'est juste hallucinant. Et un excellent livre là, que je conseille vraiment à ceux qui aiment le genre là. Dans ce genre-là. Dis-moi, Pierre-Alexandre, j'ai une petite question pour toi. Je fouillais un petit peu sur le net et je suis tombée sur un article de la presse où tu disais que même ceux qui n'aiment pas l'horreur peuvent aimer l'horreur. Tu disais un truc dans ce genre-là. Comment on pourrait convaincre quelqu'un qui dit « Ah, moi, là… » Est-ce que tu aurais une première lecture, par exemple, où, je sais pas, un auteur, où on a beaucoup parlé de Stephen King, mais un auteur peut-être pour dire « Bah, toi, écoute, tu n'as jamais lu d'horreur, je te conseillerais ce roman-là pour commencer, puis voir un petit peu si t'aimes ça. » C'est une question piège. Mais en adulte ou en jeunesse, là? Est-ce que tu as un exemple pour les deux? Peut-être. J'essaie de voir. C'est sûr que moi, je pense que j'irais quand même avec Stephen King pour commencer en adulte parce que il a tout fait. Il a tout fait et je pense que pour moi, l'horreur est un… Et je vais me faire lancer des roches par certaines personnes s'ils voient ce live-là, mais je m'en fous, j'assume. Je les connais, puis je connais leurs opinions, puis on s'aime beaucoup quand même aussi. C'est des grands aussi. C'est pas grave, c'est des adultes, fait que c'est moins pire. Pour moi, l'horreur est un genre à part entière, oui, mais en même temps, c'est un genre qui peut s'hybrider avec d'autres genres. Le fantastique, la science-fiction, le policier et tout. Donc, pour moi, Stephen King… je pense que c'est vraiment l'auteur idéal pour s'initier. Quoique là, aujourd'hui, avec un joli bleu. Non, je ne peux pas aller avec. J'essaie de voir parce que tous ceux que moi j'ai entendu. Ah, peut-être Patrick Sénécal. Peut-être Patrick Sénécal. Avec le passager. Le passager, là. Ouais, Patrick Sénécal, là, il a créé des instants Vraiment, j'étais très mal, mais très mal à l'intérieur de mon corps. Là, j'avais envie de vomir, sincèrement. Je le trouve hard. Attends une minute. Marie-Lou Dessin. Ouais, Marie-Lou Dessin. Ouais, ça vient. Est-ce que ça veut dire… Est-ce que ça veut dire qu'au Québec, on manquerait peut-être un petit peu d'auteurs d'horreur, tu penses? Ou parce que nos références, elles sont comme anglo-saxonnes plus facilement. Est-ce que tu penses qu'il faudrait que d'autres vocations se créent là? En fait, j'ai beaucoup
d'auteurs que je peux suggérer, mais c'est ça, c'est de l'horreur soft que là, je sèche un peu parce que, je veux dire, au contraire, c'est pour ceux qui disent, moi, j'ai tout lu, j'ai tout vu, là, attendez, j'ai des trucs dans ma manche qui vont vous faire des cauchemars et des nuits blanches, là, je vous le garantis. Mais non, c'est ça. En fait, au Québec, je te dirais que l'horreur, on va la trouver beaucoup. Il faudrait creuser du côté des nouvelles. En fait, il faut vraiment aller du côté de la nouvelle d'horreur pour trouver quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'ai dirigé un collectif qui est malheureusement puisé aux éditions des Cibrumes, qui était Horrificorama, justement, où on était 15 auteurs, je pense, à avoir fait de l'horreur de tous les genres possibles et imaginables. Mais je pense que la nouvelle, donc dans les revues Solaris un petit peu moins, mais Brin d'Éternité aussi, ont fait des nouvelles d'horreur. Donc, je pense qu'il y a quand même des auteurs intéressants. Côté jeunesse, pour commencer smooth, Frédéric Raymond, L'Arbre Maléfique en est un qui est vraiment chouette. Jonathan Reynolds aussi, qui est un vieux de la vieille, qui est un pro du genre. Du côté de nos amis de Ça fout la chienne aussi, avec Lucas Jalbert, qui fait des trucs vraiment intéressants, par et pour les jeunes aussi, pour s'initier tranquillement à des trucs un peu plus soft. Marie-Lou Edison aussi a fait des Ondes Frousses. Les Ondes Frousses, honnêtement, je vous dirais que c'est l'équivalent québécois des Chars de poule. Donc oui, on va avoir le frisson, mais que c'est pas trop élevé non plus, ça va pas trop loin. Donc, toute la collection Zone Frousse pour ceux qui veulent commencer. Côté ado, je pense peut-être Crave de justement Véronique Drouin serait peut-être un bon point de départ. C'est peut-être le moins traumatisant de ces romans. Parce que j'ai lu La Guillotine et je fais non, ça, La Guillotine, c'est pas pour les débutants tout de suite. Non. Okay, mais je vais réfléchir, je vais chercher, puis je mettrai des liens en commentaire aussi, là, bibliographique. On avait discuté d'Anna Caritas, de Patrick Oui, Isabelle. Oui, mais c'est. Est-ce que c'est si soft que ça? Moi, je pense que non, parce qu'il y a vraiment des scènes où j'ai allumé les lumières, puis j'étais. Ah, ben attends, peut-être Jocelyn Boisvert. Jocelyn Boisvert, Les Moustiques, La Nuit des chats zombies, serait intéressant. Quoique, ouais, surtout là, Les Moustiques, on reste en dedans, on est confinés, fait qu'on est correct. La Nuit des chats zombies, peut-être un peu moins, parce qu'on est confinés avec nos chats, donc c'est peut-être moins difficile, mais. Et Jocelyn Boisvert, c'est vraiment de montrer que, écoute, ses romans font moins de 100 pages et c'est un délice pour les amateurs d'horreur, vraiment. Donc, ça aussi, on pourrait aller de ce côté-là, je pense. Là, Mais d'y aller avec des nouvelles pour commencer, c'est pas bête, effectivement. Ça, si on n'aime pas ça, bah, au moins, on s'est pas embarqué dans un roman de 400 pages. Et puis, si on aime ça, bah, c'est un prélude pour autre chose. Et puis, ça peut nous conduire sur d'autres choses parce que j'imagine que les auteurs qui publient des nouvelles, ben, parfois ont aussi des romans. Donc, ça peut être une belle ouverture vers autre chose, effectivement. Il y a aussi alors, je fais mon mea culpa, je n'ai pas lu encore. J'avais un petit peu peur peut-être, mais là, je vais m'y mettre, mais je n'ai pas lu la série Cobaye chez De Mortagne. Je pense qu'elle est comme une petite coche. Oui, je sais. Ben, j'ai testé d'en parler un peu, d'ailleurs. En fait, c'est un projet collectif de 7 auteurs différents qui se passe à Montréal, en fait, à Montréal-ish, mais ce sont 7 auteurs, donc chacun a le nom d'un personnage qui compose l'anagramme de Cobaye, et les 7 personnages, en fait, les 8 personnages, parce qu'il y a un couple dans une des histoires, vont servir de cobaye pour un médicament, je pense que c'est un médicament ou un vaccin et tout, et vont développer des effets secondaires problématiques, dirons-nous, pour utiliser un euphémisme. Et chacun des auteurs a vraiment exploré la série de façon intéressante. Évidemment, s'il y a une série, ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres, mais Cobaye, à mon avis, est vraiment la série d'horreur qui a redonner l'intérêt. Il y a eu Patrick Sénécal qui a une importance cruciale et fondamentale, mais je pense que Cobaye a vraiment démocratisé. Et après, il y a eu les contes interdits qui sont venus en rajouter une couche, mais avant les contes interdits, tout le monde parle des contes interdits, mais pour moi, je fais oui, mais attendez, là, avant, il y a eu Cobaye, et justement, c'est De Mortagne qui ont donné la chance à Marie-Lou Addison, je vais en parler brièvement, pour Bouche cousue. Justement, qui est un excellent roman d'horreur aussi. Donc, c'est les éditions de Mortagne qui ont osé à l'époque faire un collectif. Donc, je trouve ça intéressant, justement. Là, puis, donc, ça vaut la peine. C'est une belle découverte. Ils sont encore tous disponibles. Donc, vraiment, si vous voulez. Puis, ces auteurs-là ont presque tous. Il y a Yvan Godbout, justement. Yvan Godbout, excuse-moi, Yvan, je te dénomme, je te débaptise. Mais il y a Yvan Godbout qui en a écrit un. Marie-Lou Addison en a écrit un. Carl Rochelot.
Je ne les ai pas tous en tête par cœur, là, mais ce sont tous des auteurs qui ont déjà écrit soit de l'horreur ou autre chose aussi. Donc, c'est une belle porte d'entrée dans leurs univers, je pense. Effectivement, donc prochaine lecture pour moi. Je profite là pour faire un petit coucou à Marie-Michel Nadeau qui nous dit des coucous et puis qui nous parle des contes interdits aussi. Je crois que ça, on a franchi aussi un cap avec, et ça, c'est fou le succès que ça a eu. Comme quoi, il y a une demande pour l'horreur aussi, et puis peut-être de reprendre tous ces contes qu'on connaît. C'était un coup de maître pour de les remettre à la sauce horreur. Là, ça a vraiment attiré beaucoup de monde. Moi, j'en ai lu 2. Je n'irai jamais dans cette horreur-là. Je préfère prévenir tout de suite les gens. C'est un petit peu too much pour moi. Moi, je suis vraiment dans l'horreur à suspense, l'horreur qui fait peur, l'épouvante, le paranormal. Ça, c'est un tout petit peu trop dur pour moi. Mais dans les 2 que j'ai lus, je comprends l'engouement. C'est vraiment efficace. Je ne sais pas si tu en as lu, toi, de ton côté. Non, j'ai pas, parce que moi aussi, c'est ça, c'est pas exactement le genre d'horreur qui m'attire non plus, mais je comprends l'engouement aussi. Puis en même temps, je suis content parce qu'encore une fois, ça démocratise le genre aussi. Un peu comme Patrick Isabelle l'a fait avec Anna Caritas, justement. Je veux lui donner le crédit parce que c'est le premier à avoir dit il manque d'horreur jeunesse. La demande est là. Et avec Anna Caritas, écoute, c'est pas un coup de circuit, c'est un grand chelem. Là. Il y avait 3 hommes sur les buts, il a claqué un circuit, tout le monde est rentré au marbre, vraiment. Parce qu'avant, Patrick, il y avait quelques titres, bon, Frédéric Raymond justement aussi, mais sinon, j'avais fait il y a quelques années un article sur l'histoire de la littérature d'horreur jeunesse au Québec. Et je veux dire, dans les années 90, après Denis Côté à la courte échelle, Stanley Péan et compagnie, après les années 90, il n'y avait presque plus rien au Québec là, qui se faisait. Il y avait la collection Zone Frousse qui a été la première les Ailés qui ont été les premières à faire une collection dédiée à l'horreur, mais en même temps, c'était pour les 9-11. Mais côté ado, Patrick a vraiment mis l'horreur pour ado sur la carte. Et c'est après que toutes les autres séries ont suivi aussi. Donc, je pense que Les Contes Interdits et Anna Caritas ont joué vraiment un facilitateur pour démocratiser la littérature d'horreur au Québec. Et je trouve ça très important parce que, justement, Patrick Sénécal a prêché presque dans le désert pendant des années à dire il y a besoin d'une littérature d'horreur de qualité au Québec aussi. Donc, c'est sûr que je suis content de voir ça aussi. Ben, vraiment. Et puis, avis à ceux qui seraient intéressés par ce genre-là, ben, il y a quelque chose ici à faire. Et puis, il y a des lecteurs qui sont intéressés. Donc, tiens, une petite dernière question comme ça. Imaginons qu'on a un jeune auteur là qui voudrait écrire de l'horreur. Si tu avais juste un conseil à lui donner, là, ce serait quoi? Ben, je pense que je vais. Hier, c'était la journée de la Terre, donc je vais rester dans la thématique. On va recycler un conseil, je vais recycler et réutiliser un conseil pour moi, c'est fondamental et ironiquement, tout le monde va être surpris. Ça vient de Stephen King. C'est de lire énormément. Mais vraiment, là, si vous voulez écrire de l'horreur, lisez de l'horreur. Lisez que je l'avais dit dans justement Bayard Canada a demandé des textes pour leurs auteurs de présentation et tout, et on demandait un conseil pour les futurs écrivains, et je vais reprendre le même conseil. Lisez de l'horreur, lisez des mauvais romans d'horreur, lisez des bons romans d'horreur, lisez des excellents romans d'horreur. Lisez-en jusqu'à en avoir mal à la tête, jusqu'à avoir mal au cœur, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, ce qui a mal été fait, pourquoi vous considérez que c'est mal fait, pourquoi vous considérez que c'est bien fait, qu'est-ce qui est venu vous chercher, qu'est-ce qui vous plaît moins. Et là, après ça, vous allez pouvoir partir et vous n'aurez pas l'air de quelqu'un qui va révolutionner le bouton à 4 trous en disant « Moi, j'ai écrit de l'horreur qui n'a jamais été faite avant », alors que je suis désolé, ça aussi, c'est un gros scoop pour les gens qui n'étaient pas au courant. Tout a déjà été écrit ou à peu près, donc vous n'êtes pas original dans votre idée, mais c'est dans la manière de l'aborder, dans le propos. Donc ça, il y a moyen d'être original parce que sinon, on arrêterait d'écrire. On aurait laissé Patrick tout seul, les 2 Patrick tout seul dans leur coin à écrire. Mais c'est ça. Donc, lisez-en le plus possible. Vraiment, là, découvrez les auteurs que vous préférez. Suivez-les aussi. Décortiquer comment ils font. Tu sais, quand on parle de la montée dramatique, justement, ben, il y a King qui le fait aussi. Il y en a peut-être qui n'aimeront pas ça puis qui veulent plonger tout de suite dans l'action. Il y en a qui vont aimer plus, comme tu dis, le suspense. Moi, je suis plus, justement, la tension, l'incertitude, l'ambiguïté, le fantastique un peu. Il y en a qui veulent vraiment que ça ajoute de partout. C'est correct aussi, mais apprenez à vous connaître comme lecteur et c'est probablement comme ça que vous allez vous découvrir comme auteur.
Exactement. Moi, j'ajouterais une petite chose. J'ajouterais, n'oubliez pas votre intrigue. C'est-à-dire que oui, faire de l'horreur, faire du gore, c'est très très bien. Mais attention, ce qui va faire que votre livre sera encore plus effrayant, c'est l'intrigue derrière que vous allez mettre en place. Donc, mais ça, c'est pareil pour tous les livres et quels que soient les genres. Ce serait vraiment voilà, d'avoir notre trame, travailler votre trame, travailler vos personnages et ensuite ajouter vos éléments autour de ça. Les éléments d'horreur, à mon sens, doivent participer à l'évolution du personnage comme dans tout autre roman. Donc, ne pas négliger l'intrigue et le scénario, surtout. J'ai lu quelques romans parfois où tu disais, bon, l'auteur s'est fait un tri, c'est parfait, mais j'ai l'impression qu'il a oublié son lecteur en bout de ligne. En tout cas, c'était mon avis. Et ce serait peut-être mon conseil. Donc, lisez beaucoup pour comprendre justement comment on fait pour avoir une belle intrigue qui se tient bien, des personnages forts, des personnages puissants auxquels on va s'attacher. Et ensuite, amusez-vous. C'est s'amuser en fait aussi, écrire de l'horreur. C'est parfait. Je ne sais pas si tu les vois, toi, Pierre-Alexandre, les gens qui. Oui, ben oui, écoute, bonjour Lucas. D'ailleurs, Patrick aussi, Rachel, Mika, bonjour Mika, bonjour Marie-Michel aussi, hein, quand même, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça fait déjà 36 minutes, Pierre-Alexandre, qu'on est en ligne. Ça passe tellement vite, on peut en parler pendant des heures. Donc, on va vous mettre en lien toutes les références qu'on a mentionnées, les romans qu'on vous conseille dans l'horreur, le suspense, le fantastique, le policier, n'importe quoi, du moment qu'il y a de l'horreur autour de ça. Et puis, Pierre-Alexandre, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi vraiment de l'invitation, ça me touche beaucoup, puis je suis content d'avoir passé du bon temps avec toi, vraiment, je recommence n'importe quand. Je vous invite vraiment à aller voir les romans de Pierre-Alexandre, et puis on lit bleu, donc c'est l'occasion d'aller découvrir Pierre-Alexandre si vous ne le connaissez pas déjà, et d'aller découvrir la collection Frisson aussi pour en jeunesse chez Héritage Jeunesse, qui est une très belle collection. Voilà, je t'embrasse très fort, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. On espère se revoir dans un salon cette année. On se croise les doigts. À bientôt tout le monde. Salut. Bye bye.